grande, riche, insolente, la cité antique de Leptis Magna est devenue la Rome africaine, sous l'impulsion de Septime Sévère, un enfant de la ville devenu empereur. Puis le sable du désert libyen va la recouvrir de son manteau pendant plus de 1000 ans. Leptis Magna nous raconte aujourd'hui l'âge d'or de la Méditerranée, carrefour de civilisation, creuset de culture et de religion. Sur le forum, le latin se mêle aux Phéniciens et aux Grecs. Dans les temples, on vénère les dieux de l'Olympe, mais aussi Isis l'égyptienne et le Christ. Pourtant, tel un feu d'artifice, ce rêve d'éternité s'éteindra en quelques générations. Pourquoi, comment? Historiens et archéologues tentent encore de le comprendre. Une Rome africaine sur l'autre rive de la Méditerranée, le prétexte est idéal pour une Italie à peine unifiée et sur le point de devenir fasciste. Elle y bâtira un empire colonial sur les fondations de la Rome antique. En 1911, les troupes italiennes chassent de Libye un empire ottoman moribond. Quand Mussolini visite l'Italie africaine en 1926, il donne des moyens gigantesques aux archéologues. Il fallait qu'au plus vite, les Italiens puissent dire « Cette terre est à nous, puisqu'elle appartenait à nos ancêtres romains ». Le sort de Leptis se lie alors étroitement à celui des archéologues qui se succèdent entre ces ruines pour la ramener à son histoire. Dans les années 1960, l'archéologue italien Antonino Di Vita entre dans la légende de Leptis Magna. Il exhume de son cocon de sable l'amphithéâtre, monument gigantesque qui pouvait accueillir 15 000 personnes. Il supervise aussi la restauration de l'arc de Septime Sévère, qui deviendra le symbole du site. Après la révolution du colonel Kadhafi en 1969, il doit quitter la Libye et laisser son œuvre inachevée. Cet endroit était entièrement recouvert de sable. J'ai dû retirer 60 000 mètres cubes de sable pour mettre l'amphithéâtre au jour. Le professeur Antonino Di Vita, toujours actif à 83 ans, est venu superviser la mission de l'université de Macerata. Perciò qui non siete arrivati fino alle fondazioni. Perciò, no, abbiamo scavato. perciò per sapere veramente qual è L'ideale sarebbe fare uno scavo all'interno. En ce début d'automne, plusieurs équipes d'archéologues sont au chevet de Leptis Magna. Réveillée de son long sommeil, la ville n'a pas encore révélé tous ses secrets. Aucune ville du bassin méditerranéen, qu'elle ait été découverte par les Anglais, les Français ou les Allemands, ne peut être comparée à Leptis. Et je les connais toutes. Leptis Magna possède un port, un amphithéâtre, un cirque, des temples, des routes et des maisons. C'est une ville complète. C'est le top. L'histoire de la cité commence il y a 3000 ans, entre Carthage et Alexandrie. Les Phéniciens construisent un comptoir commercial au débouché du Wadi Lebda, un fleuve saisonnier dont les caravanes africaines suivent le lit jusqu'à la mer. Après la destruction de Carthage en 143 avant Jésus-Christ, Leptis va devenir un des plus grands ports de la Méditerranée romaine. D'ici partent vers Naples et Ostie les navires chargés de blé, d'huile d'olive, d'or, de fauve et d'esclaves.
La ville est riche et veut le montrer. Temples, thermes, nymphées, théâtres sont érigés. Les notables locaux veulent imiter Rome et Pompéi. Au début de notre ère, en l'an 9, le riche Hannibal offre à la ville un marché moderne. À l'entrée, symbole de l'intensité des échanges commerciaux sur les côtes de la Méditerranée, trône une table de mesure pour convertir coudées puniques, bras égyptiens et pieds romains. Aux côtés des archéologues, les peintres et aujourd'hui les infographistes tentent de faire revivre ce qui n'est plus. Étienne Jaxel-Truher reconstitue en 3 dimensions le Grand Nymphée. Cette fontaine monumentale virtuelle est le résultat des centaines de relevés qu'il a effectués sur le site comme architecte et des hypothèses de l'archéologue Corinne Sandoz. Ce massif-là n'a de sens que si, au-dessus de ça, il y avait quelque chose de très très lourd. C'est une des hypothèses de reconstitution, avec la grande coupole ici, qui ramènerait le monument à 24 mètres. C'est un monument dédié à l'eau et dont le seul objet était de montrer aux gens qui venaient du désert à quel point Rome était riche et puissante. Il faut imaginer l'effet, l'impact que ça pouvait avoir de rentrer sur cette grande voie éclatante, brillante, gigantesque et pleine d'eau pour ce voyageur qui avait passé des semaines et des semaines dans le désert et dans la poussière. C'était une façon de dire, nous sommes les plus forts. On n'est pas très loin de l'effet Las Vegas, je pense. En l'an 193, Leptis est à son apogée. Elle donne à Rome un empereur, Septime Sévère, appelé aussi Septime l'Africain. La cité se couvre alors de marbre, importé de Grèce et d'Égypte. L'arc de Septime, construit à la croisée des principaux axes routiers de Leptis, narre les triomphes de l'empereur, son respect de la tradition, sa généalogie et sa descendance. À sa mort, Septime laisse l'empire en héritage à ses 2 fils, Caracalla et Geta. Mais Caracalla fera assassiner son frère et damner sa mémoire, comme l'attestent ses martelages. Pour les archéologues et les historiens, plusieurs questions se posent encore aujourd'hui sur cette ville. Comment Rome a-t-elle intégré les peuples de la Méditerranée au sein de l'Empire? Qui étaient ces fiers et puissants Romains d'Afrique? Les habitants de la Tripolitaine étaient puniques, pas romains. Les Romains n'ont jamais occupé cette région. En revanche, ils ont envahi la Tunisie et y ont établi d'innombrables colonies. La Tripolitaine n'a jamais été occupée par les Romains. Les 3 villes de la région ont tissé des liens avec Rome et ont rejoint l'Empire romain en tant que cité indépendante. La preuve en est que Leptis Magna a été la première ville africaine à vouer un culte à Auguste en 8 avant Jésus-Christ. Les 3 cités tripolitaines se sont vite rendues compte de l'énorme richesse que leur apportait Rome. L'équipe de l'université de Macerata étudie la structure architecturale de l'amphithéâtre. Leurs analyses révèlent des techniques de construction phéniciennes et puniques. Via. Ce monument est l'un des premiers amphithéâtres du monde romain. Les fouilles ont permis de dater sa construction à l'an 56. L'empereur était alors Néron, à qui l'on a attribué la devise « du pain et des jeux ».
Les spectacles coûtaient très cher. Ils étaient financés par les notables de la ville, c'est-à-dire par des individus haut placés qui offraient ces représentations au peuple. Ces jeux servaient à la propagande. C'est comme quand un homme politique cherche le soutien des citoyens pour augmenter sa cote de popularité. Aujourd'hui, on appellerait ça un retour d'image. Dans toutes ces niches, il y avait des bas-reliefs qui sont aujourd'hui au musée. Dans la construction de l'amphithéâtre et des allées qui y donnent accès, le mélange des genres domine. À l'intérieur des couloirs sombres, c'est Némésis, protectrice des jeux, qui accompagne les gladiateurs lorsqu'ils rentrent dans l'arène. Les classes dirigeantes et influentes de Leptis Magna avaient envie de se mélanger aux Romains et de s'adapter à leur mode de vie. Comme nous, les Italiens, après la Seconde Guerre mondiale, nous rêvions tous d'Amérique. Nous essayons de reconstituer l'édifice de manière scientifique. Pour cela, il faut procéder à des relevés précis. C'est pourquoi nous faisons un inventaire minutieux des lieux. Mais cela prendra beaucoup de temps. Nous effectuons certes de nombreuses missions, mais l'État italien consacre des fonds dérisoires à la recherche. Les 2/3 de la ville antique sont encore sous le sable. Le cirque, ici partiellement découvert, se trouve entre l'amphithéâtre et la mer. Massimiliano Munzi de l'université de Roma III tente d'établir une cartographie de Leptis à travers les siècles. On procède à des fouilles depuis 1920 environ, de manière continue. Mesures GPS, images satellitaires et cartes anciennes permettent de comprendre l'histoire d'un siècle de fouilles. Les archéologues, appuyés par des géologues, cherchent à déterminer comment les fouilles se sont développées sur le site. Leur objectif est de comprendre ce qui a été déplacé et ce que l'on peut encore espérer trouver sous le sable. Cette carte a été réalisée par le corps des topographes militaires italiens quelques jours après l'occupation. Celle-ci date de 1912 et celle-là de 1914. Elles ne sont pas à la même échelle. Ces documents sont très importants pour nous. Ils nous donnent un aperçu de la ville avant le début des fouilles. Cette étude permet aussi de comprendre jusqu'où s'étendait le périmètre de la ville. La ville était encore plus vaste. Son plus grand périmètre s'étendait jusqu'aux collines et incluait la digue. Ça faisait un arc de cercle de cette taille-là. Les chercheurs de l'université de Roma III ont élargi le champ de leur étude au territoire qui nourrit la ville. Une équipe pluridisciplinaire et internationale a été réunie par le professeur Luisa Musso, qui arpente Leptis depuis un quart de siècle. Noi abbiamo sempre preferito fare lo studio qui perché sappiamo che in Italia poi la gente non studia, però i risultati sono stessi. Ces urnes funéraires ont été découvertes dans une même tombe souterraine à la limite occidentale de la ville. Leur étude permettra de faire dire aux morts comment on vivait à Leptis. Dans la tombe que nous sommes en train de fouiller, nous avons trouvé au moins 140 urnes. En théorie, cette tombe devait contenir 140 personnes, soit 4 générations au moins. Ceci est une pièce de monnaie appelée obol de Caron.
C'est une pièce de monnaie qu'on plaçait sous la langue du défunt pour payer à Caron le passage de son âme dans l'au-delà. Les urnes contiennent les cendres et les restes des corps incinérés selon le rite funéraire des Leptitains. On y trouve aussi les objets de la vie quotidienne du défunt. Ce sont des sources précieuses pour une étude intime de cette famille sur 4 générations. Une tombe pouvait contenir ce type de carafe qui était remplie de vin et placée dans la sépulture. Ou encore des petits pots, comme celui-ci. Il s'agit principalement d'ustensiles que les habitants de Leptis utilisaient dans leur vie quotidienne. Nous avons découvert des tombes qui renfermaient 850 objets pour les offrandes. J'analyse les os des défunts pour essayer de déterminer leur âge et, si possible, leur sexe. Lorsque les os sont assez grands, nous parvenons même à déceler certaines pathologies, telles que des maladies du squelette. Les urnes témoignent également du passage de l'écriture punique au latin. Nous avons trouvé des urnes portant des inscriptions latines. Ecco, qui dovrebbe essere una F, invece abbiamo, io avevo visto una P, però sembra che sia anche una R, puis il nome del padre, Mu Gar, con queste là. Le passage de l'écriture punique au latin est au cœur du travail de l'épigraphiste Ginette Di Vita Evrard, directrice de recherche au CNRS. Le monument le plus riche en inscriptions est le théâtre, construit au début de notre ère par un riche leptitain d'origine punique. La première phase qui montre cette tendance à la romanisation, c'est de donner à ces enfants des noms latins. Annobal, le constructeur du marché et du théâtre lui-même, après sa généalogie à la punique, fils d'un tel, ajoute le nom romain Rufus, donc, qui est un nom tout à fait banal, mais bien latin. À l'entrée du théâtre, côté face, la dédicace qui lui attribue le titre Ornator Patriae est gravée en latin. Côté pile, le latin est sous-titré en punique. Nous avons la traduction non pas des détails techniques de la titulature d'Auguste qui n'intéressait pas beaucoup les lepsitains de l'époque, mais nous avons le nom et les titres du donateur en néo-punique. Annobal est quelqu'un qui est très sensible au langage des signes, au langage des symboles. Ce phénomène de romanisation se lit un peu partout dans la ville. Mais la question sur laquelle les archéologues débattent est de savoir dans quelle mesure la population restait attachée à sa culture d'origine. Personnellement, je pense que c'est l'intégration qui a gagné. Certains de mes collègues pensent au contraire que cette civilisation était intimement liée à ses traditions pré-romaines. On peut bien sûr voir les choses de différentes manières. La vie publique de la ville était influencée par les Romains. Si l'on prend l'exemple de Siline, on constate que les habitations et le mode de vie étaient copiés sur les riches Romains d'Italie. Eux-mêmes avaient pris pour modèle le monde hellénistique. Senti, ma che ore sono adesso? Quanto tempo avete di À ces études classiques s'ajoutent aujourd'hui des investigations technologiques grâce à des outils comme le scanner à 3 dimensions.
Pour reconstituer toute la structure du théâtre en 3 dimensions, il a fallu procéder à 3 scans, un à partir du centre de la scène et 2 en haut des gradins. On peut ensuite assister en direct à la reconstitution virtuelle du théâtre. Nos scans sont très rapides. Chaque prise dure 6 minutes et nous obtenons une résolution de 5 cm. Je ne sais pas si tu arrives à voir quelque chose. C'est un peu difficile. Ça, c'est l'endroit où est positionné le scanner. On peut voir la reconstitution virtuelle évoluer petit à petit grâce aux points qui définissent l'image en 3 dimensions. Le travail des archéologues est en train de changer. De nouvelles techniques, mais aussi des questionnements inédits, ouvrent de nouvelles perspectives. Il s'agit d'une étude basée sur la 3D. Elle nous permet de voir en perspective les monuments et les objets que nous analysons et de pénétrer à l'intérieur. C'est un gain énorme de temps et d'argent. Avant, quand on faisait un relevé, cela nous prenait beaucoup de temps et cela impliquait un engagement énorme sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de récupérer davantage de données tout à fait fiables. Resisti! Questa sera cammellino per tutti! Quando uno nasce storto, nasce storto. Me l'ha detto mia madre appena nato. Ma avete fatto tutto? Tutto, bellissimo. No, non ci credo. À l'époque de Septime Sévère, la plupart des riches citoyens vivaient en dehors de Leptis. Le long de la côte, tous les 300 ou 400 mètres, il y avait une villa comme celle-ci. Sur les collines, des bataillons d'esclaves travaillaient dans les champs d'oliviers et les fermes. La vente de l'huile d'olive, dans tout l'Empire, permettait aux nantis de s'offrir un mode de vie comme à Bayès ou Pompéi, les lieux de villégiature des riches romains. Dans l'Antiquité, il devait déjà y avoir un dénivelé entre les fondations de la villa et la plage à proprement parler. À présent, une partie de la villa s'est écroulée et a été emportée par la mer. Là, on distingue bien toute l'installation thermale qui a été reconstruite avec ses coupoles de protection. Au temps de sa splendeur, la villa Siline comptait 40 pièces, toutes ornées de fresques et de sols en mosaïque. Combats de gladiateurs, personnages et scènes de la mythologie. Tout dans la villa célèbre l'avènement de l'âge d'or. Hôtes et invités disposaient aussi de thermes privés, malgré la rareté de l'eau. Enfouis sous le sable, fresques et mosaïques sont arrivées intactes jusqu'à nous. Mais dès que la lumière les a touchées, elles ont commencé à se dégrader. Aujourd'hui, les visites de touristes ont été interrompues. Une équipe d'urgence libyenne doit s'attaquer aux infiltrations d'eau qui gangrènent les murs et le sol. Plus près de la ville, les thermes de la chasse connaissent le même sort. L'ingénieur Andrea Giannantoni est venu de Rome pour évaluer les travaux de sauvegarde les plus urgents. C'est sa première visite sur le site. Il est stupéfait par le savoir-faire de ses prédécesseurs romains. Des tremblements de terre ont dévasté plus d'une fois la ville de Leptis Magna au cours de son histoire. Pourtant, ils n'ont eu que peu d'incidence sur cet édifice qui a quasiment été épargné grâce à la forme de ses coupoles. En effet, du point de vue architectural, sa structure est très moderne.
Les cris des gladiateurs célèbres et le grondement des fauves sont de plus en plus faibles, de jour en jour. À Leptis, la vie était douce au temps de sa splendeur. Leptis Magna devait être une ville à dimension humaine. Elle comptait 40 000 habitants, 60 000 tout au plus, en incluant ceux qui vivaient en périphérie. La ville jouissait d'un doux climat méditerranéen et il y faisait bon vivre. C'était une ville très riche et aussi très sûre. Il est important de le préciser, car elle a connu la paix pendant un bon nombre d'années. Pour assurer ce bien-être et cette sécurité, Septime Sévère va faire construire 3 grands forts. Boudjem, Ghadamès et Guériat contrôlent les axes stratégiques. Le professeur Michael Mackensen de l'Université de Munich s'est enfoncé jusqu'aux frontières de l'Empire romain. On a une vue étendue sur tout le désert semi-aride. Je trouve ce paysage vraiment fascinant. Les routes se superposent au tracé des voies romaines qui menaient vers le sud. Après avoir fouillé les postes militaires romains sur le Danube ou en Égypte, il a entrepris de fouiller le fort de Guériat, un des 3 postes avancés de la Tripolitaine. Il s'agissait à la fois de postes militaires, mais aussi de postes de douane qui étaient chargés de contrôler les individus et les marchandises tout en percevant des taxes. 800 hommes vivaient dans ce fort dans des conditions extrêmes. Tempête de sable, gel en hiver et des températures qui avoisinent 50 degrés en été. Il faudra qu'on vérifie ce qui date de l'époque romaine. Les archéologues ont retrouvé des témoignages, feuilles de route, notes de service, lettres. Elles nous racontent la vie et la nostalgie de ces légionnaires envoyés si loin de chez eux. Nous avons ici une ancienne pierre tombale romaine utilisée comme matériau de construction. C'est pour nous une source très importante, car elle prouve que des soldats de la Legio Tertio Augusta de Lambèse sont morts ici pendant leur service. On peut même y déchiffrer l'âge du soldat défunt, prénommé Gaius. Il avait 32 ans. On peut imaginer dans quelles conditions extrêmes pouvaient et devaient vivre les habitants à la frontière sud de l'Empire romain. Cela nous éclaire aussi sur le mode d'organisation de l'Empire. Celui-ci s'étendait sur tout le bassin méditerranéen et était doté d'une administration assez réduite, mais particulièrement efficace. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de stabiliser ses frontières pendant plusieurs siècles. Vers la moitié du IIIe siècle, d'importants conflits ont éclaté dans les provinces du Danube et à la frontière perse. On a retiré les troupes d'ici pour les envoyer sur ces nouveaux fronts. Cela ne fait pas de doute. Ce retrait militaire a eu une influence sur le déclin de la cité, mais il n'explique pas tout. L'Empire romain, dans son ensemble, commence à s'effriter dès le IIIe siècle après Septime Sévère. Trop cher, les grands travaux, comme la construction du 2e forum planifié par son père, ont été abandonnés par Caracalla. Les riches leptitains ont suivi l'empereur à Rome. Ils délocalisent alors leurs investissements. Pourtant, archéologues et historiens continuent de s'interroger sur la rapidité du déclin de Leptis Magna. Cause ou conséquence de cette décadence, le port sans sable est périclite. La digue, construite pour détourner le cours du Wadi Lebda, s'est rompue. Pour comprendre quand et pourquoi, il faut effectuer des carottages et surtout obtenir l'autorisation d'exporter des échantillons. C'est le prochain chantier pour la mission de Roma III.
Les archéologues sauront alors si un tremblement de terre est responsable de l'écroulement du barrage. Si ce n'est pas le cas, l'ensablement du port aura certainement été provoqué par le manque de moyens d'une cité en faillite, incapable d'entretenir ses infrastructures. Questa terra su cui noi siamo è il riempimento che si è... No, la cosa che mi lascia sperplesso è che essendo arrivato con una certa violenza, questi qua proprio piazzassero la villa. Certo, un rischio è... appunto, certo. Cioè quello di vedere scemi completamente. Se la parte che è crollata è questa, forse è probabile che fosse più dritto. Parliamo di un problema della creazione. Nous étions en train de parler de la construction de cette infrastructure, c'est-à-dire de la canalisation du Wadi. À certaines époques de l'année, l'eau pouvait déferler avec une grande violence. Et pour éviter qu'elle n'inonde la ville, apportant avec elle toutes sortes de détritus qui pouvaient boucher l'accès au port, on a dévié le cours d'eau en construisant ces grandes digues. Mais le problème, c'est de savoir de quand datent ces constructions. Et tu oublies le tremblement de terre. Effectivement, le tremblement de terre est une autre hypothèse. On a aussi pensé que l'écroulement de la digue pouvait être lié au tremblement de terre. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous devons non seulement étudier la ville, mais également le territoire, car celui-ci a eu une incidence considérable sur la vie commerciale de Leptis. Une autre explication de la chute de Leptis, l'arrivée des Vandales. Ces guerriers venus du nord rencontrent peu de résistance. En 439, Leptis Magna est conquise et sa muraille rasée par les envahisseurs. Les Byzantins de Bélicère et Justinien reconquièrent la cité en 534. C'est cette cité désormais byzantine et chrétienne qui intéresse Uwe Mahler de l'université de Mayence. Au VIe siècle, Leptis Magna a connu un boom de construction d'églises. Il semble que ce soit un choix politique de l'empereur Justinien. Il souhaitait d'une part protéger la ville à l'aide d'une imposante muraille et d'autre part la structurer en faisant bâtir de nombreuses églises à l'intérieur. La basilique sévérienne devient une église chrétienne et le forum un camp militaire. Le périmètre de la ville se rétrécit. De grandes cités ouvertes sur la Méditerranée et l'Afrique, Leptis Magna devient une citadelle stratégique repliée sur elle-même. L'an dernier, la mission de Mayence a entrepris une première fouille de l'église du Vieux Forum. Elle a permis de mettre en évidence le recyclage de monuments abandonnés de l'ancienne cité. Vous voyez ici la profondeur que nous avons atteinte. Il y a entre 1,80 m et 2 mètres de profondeur qui reflètent 700 ans d'histoire. On distingue ici plusieurs phases de construction antérieures. Par exemple, un mur en briques crues datant de la phase punique. On a ensuite une phase de construction datant du 1er siècle. Puis vient une phase assez longue, durant laquelle l'édifice n'a pas évolué. Il a ensuite été abandonné pour être finalement transformé en église au VIe siècle. On sait encore peu de choses sur le développement de la chrétienté avant la période byzantine. D'après des sources historiques, il y aurait eu dès le IIIe siècle un évêque à Leptis, mais les archéologues n'en ont pas encore trouvé la preuve. À l'époque byzantine, les troupes de l'Empire romain d'Orient du général Bélicère ont exercé une nouvelle influence sur le territoire. À l'origine, Leptis Magna faisait partie de l'Empire romain d'Occident, dont la langue dominante était le latin. Mais à l'époque byzantine, cela va logiquement changer. Les épitaphes des tombes datant de cette époque en sont la preuve. Anzeichen dafür können wir auch feststellen, wenn wir uns die Gräber anschauen, die aus dieser Zeit stammen. Ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de la basilique du Vieux Forum, on a trouvé des tombes avec des épitaphes en latin, alors que dans l'église située près du Forum sévérien, elles sont rédigées en grec. On n'a fouillé qu'une partie de Leptis Magna. Quand on sillonne la ville, on a l'impression qu'elle a été entièrement déterrée. Mais il y a encore beaucoup d'endroits enfouis dans le sable qui occuperont les archéologues durant les siècles à venir.
La période byzantine a été un sursaut plutôt qu'une renaissance. La ville ne s'est jamais remise des dommages causés par les catastrophes naturelles et les destructions commises par les Berbères en 523. Elle plonge alors dans un obscurantisme culturel lié aux nouvelles religions, chrétiennes puis musulmanes. Il n'y a plus de place à Leptis pour les grands spectacles, les jeux, le plaisir et la culture. Le champ d'action de l'archéologie moderne s'élargit à l'évolution du territoire à travers les âges. Il s'agit aujourd'hui de raconter Leptis dans son contexte géographique et historique. Pour faire parler ce territoire, les archéologues italiens remontent le Wadi Lebda. Les champs d'oliviers s'étendent toujours sur des dizaines de kilomètres. On comprend mieux que l'arrière-pays de Leptis Magna a été le principal producteur d'huile de l'Empire romain. Le village de Breviglieri, à 1 heure de route de Leptis, a été bâti par les Italiens en 1938. Les vestiges de cette ancienne ferme romaine devaient démontrer la légitimité de la colonisation. Nous nous trouvons ici au cœur d'une ferme, et ces installations servaient à produire de l'huile. Voici l'un des 2 piliers. En même temps qu'il donne des moyens énormes aux archéologues pour mettre au jour et rebâtir la ville antique, Mussolini envoie les paysans pauvres de la plaine du Pô à la conquête du nouvel Eldorado libyen. Il documento cinematografico che vi presentiamo è uno dei più antichi e rari, perché vi racconta con muta quanto irresistibile eloquenza quali furono i duri inizi della colonizzazione italiana in Libia. In che modo l'arabo, nomade e fannullone, fu educato dagli italiani alla scuola e alla civiltà del lavoro. Nous sommes dans le village de Breviglieri, qui s'appelle aujourd'hui Al-Qadra. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une place à l'architecture purement rationaliste. Tous les bâtiments sont typiques d'une petite ville italienne, avec une église, une mairie et une poste. Sur les murs de l'école, on peut encore lire le slogan de Mussolini. Vinceremo, nous vaincrons. Durant l'Antiquité, cette région était très riche et fertile. Le fait d'intégrer les ruines de la ferme dans l'architecture du village était intentionnel. Cela devait motiver les colons italiens venus s'installer ici à suivre l'exemple de leurs ancêtres romains. L'équipe de Roma III, sur les traces d'un passé plus récent, remonte la route des caravanes. À Taraglat, sur les hauteurs qui bordent le Wadi, s'élèvent les châteaux-greniers. Ces sentinelles de l'arrière-pays de Leptis, hautes de 4 à 5 étages, servaient de greniers, mais aussi de forteresses. Nous sommes sur le site de Xura d'Araitis. Ces 2 fortifications qui se situent au bord du Wadi Taraglat ont été occupées au début de l'ère islamique, mais également à l'époque romaine. Ici, on ne fouille pas. Les archéologues ratissent le terrain à la recherche d'indices pré-islamiques pour comprendre ce qui s'est passé à la fin de l'époque romaine. Malheureusement, c'est illisible. En tout cas, il s'agit sûrement d'une pièce de monnaie datant de l'époque impériale, c'est-à-dire du 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ. Les vestiges d'une autre époque, beaucoup plus proche de nous, ramènent Massimiliano à la période coloniale.
Des actions de guérilla contre les Italiens ont eu lieu ici dans les années 1920. Cette zone proche de Tarhuna était le bastion des Moudjahidines libyens. On s'est beaucoup battu dans la région dans les années 20. Ces douilles pourraient dater de cette période. Moins spectaculaire que la mise au jour des grands monuments antiques, le champ d'action des recherches actuelles s'élargit. L'archéologie moderne tisse un lien entre passé et présent, entre un territoire et les hommes, célèbres ou anonymes, qui ont écrit son histoire à travers les âges. Il doit s'agir d'une sépulture assez récente, datant certainement du XXe siècle. Elle doit être liée à un événement particulier. Il s'agit peut-être de victimes des affrontements dont on a parlé tout à l'heure, qui ont eu lieu près de Tarhuna dans les années 1920. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Quand le colonel Kadhafi prendra le pouvoir en 1969, il chassera les derniers Italiens du pays. Le 7 octobre sera désormais le jour de la vengeance. Du temps s'est écoulé depuis, et les intérêts économiques ont pris le pas sur les questions de principe. Ce sont donc ces images qui accueillent les visiteurs du musée archéologique de Tripoli. En 2008, le président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, a rendu la Vénus de Cyrène à la Libye et promis le versement de 5 milliards de dollars en compensation des crimes de la colonisation. Mouammar Kadhafi a, lui, promis d'arrêter le flux des migrants qui s'embarquent en Libye pour Lampedusa et l'Europe. Archéologie et politique se retrouvent pour écrire une nouvelle page des relations italo-libyennes. À force d'exiger la restitution des antiquités pillées, le guide libyen Mouammar Kadhafi a obtenu que l'Italie rende la Vénus de Cyrène. On peut voir comment les antiquités ont été utilisées à des fins politiques. Le but des missions archéologiques était d'asseoir les idées colonialistes de l'époque, qui disaient que la Libye était la 4e rive de l'Italie et qu'elle faisait partie de la culture italienne. Les premiers Occidentaux à avoir renoué des contacts avec la Libye, mise au banc des nations et isolée par l'embargo, ont été des archéologues comme Antonino Di Vita et Luisa Musso. Les archéologues ont fourni de gros efforts pour montrer que la Libye n'est pas un pays isolé, mais une nation bien intégrée dans le monde. Ils ont mis au jour des preuves qui montrent que le pays a servi de pont entre différentes cultures. Tout le petit monde de l'archéologie libyenne se retrouve dans le bureau de Mustafa Turjman. In München, Stefan Ritter. Depuis 1911, l'histoire de l'archéologie en Libye met en scène la colonisation, la lutte pour l'indépendance, le rejet de l'Occident et de ses symboles, et peut-être aujourd'hui une identité méditerranéenne partagée. Il n'est pas facile de travailler en Libye. Les archéologues doivent affronter problèmes et déconvenues. Le territoire qu'ils explorent va mal. Anatole? Oui.
Wen hin? Kasora. Oh. Der stand da oben drauf. شوف ولا امشي؟ Ja, شوف. Schuf. Was ist da passiert? Aber schauen wir mal, dass wir... Okay, jetzt können wir rübergehen. Schauen, also im Frühjahr stand es ja noch... Au printemps dernier, il était encore debout. Il y avait encore tout le socle. Der ganze Sockel war vorhanden, oder? Ja, absolute... C'est une catastrophe absolue. Also jetzt haben wir hier wirklich un acte de vandalisme. Jetzt ist nur noch der Sockel erhalten. Il ne reste plus que la base d'un gigantesque tombeau doté de colonnes. Il y a 3 ou 4 mois, il faisait encore 4 ou 5 mètres de haut. Noch 4 Meter oder 5 Meter hoch erhalten war. Das ist überhaupt nicht verständlich. Comment un tel acte de vandalisme a-t-il pu se produire? Il a fallu utiliser un camion ou un bulldozer pour démolir le tombeau. Ça a été fait de manière très brutale. Le mausolée qui a traversé presque 2 millénaires est la dernière victime d'une damnation de la mémoire contemporaine. Peut-être parce que les Libyens ne se sont pas encore approprié ce patrimoine, assimilé au colonialisme. La Villa Siline est menacée. Depuis que mosaïques et fresques sont sortis de leur cocon de sable, elles se dégradent. En attendant d'obtenir les financements qui permettraient la restauration de la maison et de ses fresques, l'équipe de Roma 3 archive le bâtiment sur disque dur. Voici l'image en 3 dimensions. On voit bien le nuage de points qui reconstitue entièrement la géométrie des objets que nous avons trouvés. Plus la résolution est grande, plus le détail des objets est précis. Nos enfants souriront sûrement en voyant ce matériel. Dans l'avenir, ce scanner laser, qui pèse actuellement 20 kg, pourra tenir dans un téléphone portable. Il permettra de tourner une vidéo, mais également de reconstituer la réalité en 3 dimensions. En touchant ce mur de manière virtuelle, j'en connaîtrai toute l'histoire. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de le faire. Je peux juste sentir qu'un mur est froid et un peu abîmé, mais je ne ressens rien d'autre. Alors que si je le touchais de façon virtuelle, je pourrais lire toute son histoire. Qui l'a construit, réparé, restauré. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. On planche activement sur ce concept. En procédant régulièrement à des mises à jour, je pourrais obtenir une 4e dimension qui évoluera dans le temps. C'est un peu de la science-fiction, mais elle n'est pas très éloignée de la réalité. Nous essayons de relier la Villa Siline au territoire de Leptis et à ses dynamiques. Autrefois, on disposait de plans très détaillés du monument, mais il n'était pas inscrit dans son environnement géographique. En reliant toutes ces données, ces nouveaux archéologues nous invitent à redécouvrir le territoire, avec Hérodote, à qui l'on doit les premières chroniques sur la Libye, 4 siècles avant notre ère, mais aussi avec George Lucas, qui s'est inspiré des villas romaines pour imaginer la planète Tatooine de la guerre des étoiles. Depuis le 19e siècle, il y a plein d'architectes, de peintres, de dessinateurs qui ont imaginé des villes fantastiques à partir de l'Antiquité. C'est beau, c'est tout simplement beau. Et je dirais qu'aujourd'hui, en 3D, on continue à faire ce travail-là, qui est un travail plus d'imagination, de projection, qu'un travail strictement scientifique. Mais la reconstitution en 3 dimensions, c'est ce que moi j'appelle la part du rêve. Et ce qui permet après ça de tenter de faire rêver un maximum de gens et très pragmatiquement par exemple de faire venir des touristes.
La part du rêve. Un rêve qui vacille au fur et à mesure que la réalité le rattrape. Leptis Magna, ville mirage, a été le reflet de Rome tant que les moyens lui ont été donnés de s'agrandir et de rivaliser avec la capitale de l'Empire. Leptis, la Rome africaine, n'a pas encore livré tous ses secrets. Mais pour les archéologues, la priorité aujourd'hui est d'assurer sa survie. Quand je pense à quoi ressemblait l'arc quand on l'a trouvé, imaginez que les flèches pèsent 15 tonnes et les victoires 7 ou 8 tonnes. Ça n'a pas été un chantier facile. En tout cas, cet arc, le Sidjet El Malik et le mausolée de Sabrata sont les cadeaux que je laisse à la Libye. Leptis Magna nous a raconté le passé de la Méditerranée, au carrefour des grandes civilisations de l'Antiquité. Aujourd'hui, elle pourrait nous raconter son futur comme un espace d'échange et de dialogue. L'archéologie nous aide à mieux connaître notre passé. Et en le connaissant mieux, on se connaît mieux soi-même. Une société entièrement tournée vers l'avenir, qui a coupé ses racines avec le passé, n'a pas de sens.